2011, on a commencé à faire des chantiers de collecte des microtoponymes, mais pas du tout comme en Italie, où en fait vous avez un trésor actuellement qui est constitué, et vous avez pu faire la collecte, et l'urgence c'était la collecte, et l'action a été prise en compte en tant que telle, alors que nous, ce sont les associations ou les individus qui ont pu être motivés ou qui se sont motivés tout seuls pour faire la collecte des noms de lieux, du lieu qu'ils habitaient, et qui venaient ensuite, enfin qui viennent toujours à l'Institut Pierre Verdette avec leur collecte et qui nous disent bon ben maintenant, ça veut dire quoi là tout ça? Et on a obtenu des financements pendant 3 ou 4 ans de la région, mais dans la mesure où on apportait ces éléments. Si on avait dit qu'on faisait la collecte, ça n'entrait pas dans les préconisations. Hein, le fait était qu'il fallait qu'on fasse un rendu avec une proposition ou des propositions de sens par rapport à une base étymologique et un sens dans des microtoponymes. Donc, nous, on a perdu en gros 20 ans. Et il est clair que dans les microtoponymes, tout ce qui est écrit, qui est sur les cadastres, ça c'est très bien, ça c'est figé pour, bon, en attendant qu'il n'y ait pas un feu, en espérant, qu'on n'ait pas les connexions électroniques qui switchent le camp, bon, ça c'est figé. Mais par contre, tout ce qui est dans les mémoires des personnes, on a de moins en moins de personnes qui en fait ont la mémoire de ces formes. Donc il y a une quantité de noms de lieux, de microtoponymes, de petits espaces. Le microtoponyme va plus loin que le lieu dit, enfin plus précisément que le lieu dit. Quand on vous dit, tu vas chercher les chèvres, elles sont au Praron, il y a un endroit où il y a un pré qui, effectivement, si on regarde, on fait une vue dessus, puis si on fait le tour avec les piquets, on se rend bien compte qu'il a la particularité d'être rond. Je prends le Praron parce qu'on le retrouve assez souvent, en fait, sur les espaces dans les villages. Voilà, donc on se trouve quelque part, nous, on a le devoir de faire une explication, une proposition de base étymologique, mais après, il faut dire qu'on a un rendu, et ce sont les associations ou les individus qui mettent en place un ouvrage. Donc j'ai apporté Chandor, Mérignac, et le premier, ça a été fait par 2 collègues de l'Institut, et puis là, c'est une personne de Chandor qui a pris sa retraite, qui avait déjà commencé à travailler, et qui a fait ses enquêtes, et qui a mis en forme ensuite. Donc c'est intéressant aussi, ce sont les retours, mais je vais y revenir, les échanges qu'on a avec les associations, avec les personnes. Alors, leur couleur au français, ça j'en ai parlé. Donc, l'extrait du rapport Fora, je vous laisse le lire, ça revient un peu à ce que je viens de dire. Donc c'est bien clair, sauf les lotissements, pardon, vous n'avez peut-être pas fini. Sauf les lotissements qui sont récents, où là on met des mots français, dans les autres lieux, on utilise des noms pour désigner des lieux qui, la plupart du temps, sont complètement dépossédés de leur sens. En fait, dans le nom de lieu, le toponyme a la caractéristique, on vous dit, quand on fait de la linguistique, qu'un mot a une forme sonore que vous entendez dans votre tête, qui renvoie à une sorte de standard et qui vous permet d'avoir accès au sens. Je parle du mot table. Une table, grosso modo, pour certains, vous voyez une table avec un plateau à une certaine hauteur, 3, 4 pieds, voilà. Pour un toponyme, ou un microtoponyme, vous avez une forme et un lieu. Vous n'avez pas quelque chose de global. Il y a c'est un système binaire qui est beaucoup plus précis et contraint que dans la langue partagée par tous. Donc, en toponymie, le sens motive le choix du mot, on en a parlé tout à l'heure, et en fait, on retient une caractéristique, ça bouge tout seul, c'est super. Ça retient une caractéristique du lieu, soit par sa forme, soit par l'activité qui y est menée. Et en fait, je vous propose là de voir quelques odonymes. Bon, c'est la terminologie un peu barbare. Dans le grec odos, qui signifie la route de voie, la voie, et tout à l'heure, qui nous a dit anthroponyme.
chaque fois qu'on a une ligne, ce sont les noms. Donc des lieux où il y a des choses qui se passent et qui servent de trajet. Donc on a un petit nombre de mots racines, le cam qui nous amène au chemin, donc celtique cam. La forme a été reprise par le latin, décidément. Latin populaire caminou, donc on n'a pas qu'une, c'est une forme qui effectivement qui dérive du latin, mais le latin lui-même remonte à une forme celtique. La forme sentier remonte à un latin populaire senitarius, qui lui-même remonte à une forme de latin classique, sente, la sente, c'est le boutique. Ici, il y a pas mal de sentes. Ce sont des petits sentiers, en principe, c'est pas pavé, ça permet de passer d'un endroit à un autre. Et puis la via, la voie. Donc ce sont des noms génériques, ce qui veut dire que c'est tellement générique qu'il va falloir les spécialiser. Donc pour les spécialiser, on les complète. Alors sur les cartes, bon, je prends Mérignac, parce que ça correspond en fait à un des ouvrages que je vous ai apporté. Mérignac, c'est dans l'un. Sur les cartes, on a une représentation physique. Soit le trait est plus épais, ça aboutit à une route. Soit vous avez un trait qui est simple, et à ce moment-là, vous avez un chemin. Soit vous avez un trait en pointillé, et c'est une rue. Alors, par exemple, en latin, via strata. Strata, vous avez aujourd'hui les différentes strates, on est bien d'accord, sont les différentes couches. Ah, mais c'est bon. Donc, strata donne aujourd'hui la forme étra, ou être. Peut-être que vous connaissez des villages ou des endroits où on a le lieu l'étra. Comment est-ce que ça s'est passé? Donc, on avait en latin le substantif voie, l'adjectif strata, et en fait, mon substantif disparaît et c'est l'adjectif qui reste. C'est un peu surprenant parce qu'on se dit le substantif, normalement, c'est celui qui apporte le plus de sens, et non, là, c'est en fait l'adjectif qui reste. Donc, le substantif disparaît, l'adjectif est conservé, mais l'adjectif va continuer, ne va pas rester avec la forme latine, mais il va suivre l'évolution phonétique du lieu où il est employé. Alors, je prends peut-être le schéma. Donc, la voie en couche, vous avez la description de la voie romaine. À la base, vous avez, donc c'est une voie qu'on dit à fossé, des deux côtés, pour que lorsqu'il y a des pluies, la pluie vienne ruisseler le long et pas sur la voie, pour garantir en fait l'ouvrage. Vous avez le statumène qui est fait de pierres plates, qui sont posées en couches les unes sur les autres. Ensuite, vous avez le ruderatio qui en fait est une sorte de gravier, de gravat, de déblai. Et puis vous avez les nucléus, où là on a encore des graviers qui sont plus fins. Le nucléaire, les noyaux, donc des blocs qui sont plus... en fait des pierres en éclat. Et de chaque côté, vous avez les trépidos qui sont pour les piétons. Donc ce sont des trottoirs actuels. Vous avez la strata, donc la couche finale, sur laquelle va passer le chariot, les charrettes, les convois. Et puis vous avez les passages pour les piétons sur les côtés, et les chevaux évidemment aussi sur le stratum. Donc c'est bien effectivement une voie en couche, une route qui est constituée de couches de par sa fabrication. Non, pardon. Alors, on a vu les tras, l'avant-couche. On peut avoir aussi la via rupta, qui devient donc la route. Voie taillée. Quand vous avez quelque chose qui se casse, on dit que ça fait une rupture.
Donc la route est une rupture en fait dans le paysage. On a également la via Calciata. Calciata aboutit à la chaussée. C'est la voie à chaussure ou la voie plus exactement, en principe, on pense plutôt à cailloux, puisqu'en fait on vous dit que le cantonnier il casse des tas de cailloux. On dit ça en français. Bon, je ne sais pas comment vous dites ici. C'est la glacia. La route calciata, c'est la glacia. D'accord, et alors ça c'est quoi? C'est par rapport à quoi? C'est comment on prononce. D'accord. Et on voit qu'on a toujours le même principe. Via disparaît et on ne retient en fait que la caractéristique de la voie. Est-ce que c'est par rapport au paysage? Ça coupe. Est-ce que c'est par rapport à sa constitution? Elle est faite en couches. Est-ce que c'est quelque chose qui assure un passage? C'est la chaussée. Autre élément, on peut avoir un substantif, un générique en fait, mais toutes les côtes se ressemblent, surtout ici par exemple. On comprend. Donc à côté du nom générique, on va mettre soit un adjectif, soit un suffixe. Donc devant, on a la grande côte, et puis on a la côtette, qui va vouloir dire donc la petite côte. Donc la côte, c'est rare qu'on trouve uniquement le mot côte. La plupart du temps, on a soit la grande côte, soit la côtette. Peut-être... Non, j'y reviendrai. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Une route en lacet. Oui. En tour. Ah oui, on peut dire aussi en contour, qui fait des contours, mais non, on ne va pas dire en français, on ne va pas dire en tour. En lacet, en virage, qui monte, en serpent. En serpent. En S. En S. En zigzag. En épingle. En épingle. Oh, oui, à certains endroits, il y a des épingles à cheveux, c'est vrai. Donc on voit bien qu'on est dans la représentation. Entre les maisons, on a un village là, et il y a quelque chose qui passe. Comment est-ce qu'on le voit? Comment c'est ressenti? Est-ce que c'est une ride? Est-ce que c'est un sillon? C'est en tout cas aujourd'hui une rue, qui vient du latin ruga, qui veut bien dire ride et sillon. Donc on a un déplacement de sens, hein, et c'est... donc on a un glissement de sens, soit par métonymie, soit par métaphore, c'est-à-dire qu'on fait... La métaphore, c'est une comparaison, et la métonymie, on prend un élément du sens du mot pour l'appliquer à une réalité. Donc on a vu qu'on avait des mots racines qui sont modifiés ou qui sont précisés avec des adjectifs. Ces mots racines disparaissent, ne persistent que les adjectifs. D'autres sont créés par des mots avec des dérivations, et d'autres retiennent des images du lieu et de la représentation que l'utilisateur en fait en a. Pour les noms de voies, de routes, donc on peut se référer à l'espace. Je ne sais pas ce que je fais. Hein. Donc ça, chaque fois que je vois. Oh, mais si tu appuies sur l'espace, peut-être qu'il ne change plus en diapo automatiquement. D'accord. Merci. Donc en espace, est-ce qu'on est en milieu rural? Est-ce qu'on est en milieu urbain? Au niveau de l'époque, est-ce qu'on est dans un emploi ancien? Est-ce qu'on est dans un emploi récent? Et est-ce qu'on a une caractéristique? Et Michel a tout à fait raison. En fait, notre lieu, la photo que je vous ai montrée, ce sont les S. C'est forcément récent, là. Oui. Mais la route elle-même, tu vois bien que ça correspond à une construction récente. C'est pas... Dans les voies romaines, trace droit, autant c'est quelque part, les S sont plus... Alors, espace. Voilà, route, lequel est rural, lequel est urbain. Oui. La rue, c'est urbain et la route,
c'est grave et ça a changé de. Donc ça marche pas. C'est moi qui dois envoyer le double chaque fois. Qui appuie trop fort. Je sais pas. D'accord? Est-ce que vous pouvez justifier? Vous avez raison, tout à fait. Est-ce que les rues, c'est plus dans des lieux où les bâtiments sont proches, donc dans des lieux comme. Il y a beaucoup d'habitations, en Il y a fait. beaucoup d'habitations et les routes, c'est plutôt dans les grands espaces. Dans les grands espaces pour la circulation, pour aller de lieux qui sont relativement éloignés. Tout à fait. Ensuite, donc la place de l'adjectif qui est placée devant le toponyme, est-ce que ça nous donne aussi une indication sur la date de création? Est-ce qu'il est avant? Est-ce qu'il est après? Quand il est avant, est-ce qu'il est ancien? Quel est celui qui est plus ancien? Quand il est avant, c'est ancien ou c'est récent? Alors on dit plutôt neuf chemins ou chemin neuf, est-ce qu'on dit plutôt Grand Côte ou Côte Grande? C'est peut-être un petit peu en France, je crois, dans la partie plutôt nord de la France, l'adjectif est souvent avant, et dans la partie sud, il est plutôt après. Il y a des exemples de Villefranche ou Francheville, mais c'est quelque chose qui est en plus. Oui. C'est pas forcément. Non. Oui. Mais bon, effectivement, moi je suis de l'autre côté des Alpes, excusez-moi. On dit bien la Grande Côte, de la même façon, en français un peu ancien, on disait la Grand-Messe, et vous avez encore la Grand-Mère. La grande route. La Grande Route. Ça, c'est- Ouais. Donc on est bien, si on est avec un adjectif qui est, on dit antéposé, placé avant, on est bien sur une forme plus ancienne que lorsqu'on est avec un adjectif qui est placé après, où là on est sur une forme plus récente. Donc mon chemin neuf, c'est vrai, il est plus récent, par définition, mais ça devrait être mon chemin grand et plus récent qu'un grand chemin. Alors, est-ce que vous voyez... Pardon. Donc on a des odonymes, d'accord, c'est bon pour les voies et les rues, et après vous pouvez en fait créer des formes. Alors ça fait barbare ou pas. On peut avoir les climonymes, donc qui indiquent les inclinaisons. Et si on prend là la carte qui va de Gap à Saint-Jean-de-Maurienne, on voit que pour les différents éléments qui sont en hauteur, eh bien on a des formes différentes. Vous avez... Vous commencez là par le col, Bayard. Ensuite, vous avez la rampe du motif. Puis vous avez la côte. Donc on se retrouve avec trois termes, col, rampe et côte. Et, oui c'est ça, col, rampe et côte. Est-ce qu'on a une différence entre les trois? Je vous demande. Le col ici, c'est un passage, hein, d'accord. La rampe, c'est souvent vu comme étant, oui, comme ça, et aussi une rampe d'accès. Devant certaines granges, vous avez une rampe que vous n'appelez pas en rampe dans les langues régionales en principe, mais on trouve dans des accès, quand vous voulez installer un plan incliné, en fait, c'est une rampe. Et puis j'ai dit aussi la côte, bon voilà, c'est une inclinaison. On peut avoir des noms de lieux qui désignent des courbures, et on peut avoir différentes formes pour parler des contours. C'est ce qu'Andrea avait proposé tout à l'heure. On peut avoir aussi des noms de lieux qui parlent des obstacles. À ce moment-là, ce sont des cols qu'il faut franchir. Pardon, hop. On a des noms de lieux qui concernent toujours les voies et les rues, qui concernent aussi des croisements. Donc, ça peut être des chiasmes. Les trèves, par exemple, sont toujours des endroits où on trouve les trèves. Trèves, 3 voies. Quand vous passez à Trèves, en principe, votre carrefour va présenter quelque chose, soit en bas de doigt, où vous avez 3 voies. Vous pouvez avoir aussi des lieux qui ont un rapport avec les activités. Hein.
La technique, donc le haut du goudron, c'est à Mérignac, le chemin est goudronné jusqu'à cet endroit-là. Vous avez le haut du goudron, c'est la limite, après vous arrivez sur le chemin de terre. Mais ça représente en fait vraiment un micro-toponyme, parce qu'on est sur un lieu qui est très précis. Bon, les planches sont des passerelles. Donc, la toponymie, j'arrive à quelques définitions. Tu l'as dit, système formé par les noms de lieux d'une région, d'une langue. C'est une partie de la linguistique qui est reliée à l'anthroponymie, à la toponymie. Et la toponymie et l'anthroponymie forment l'onomastique. On n'a pas l'onomastique, la toponymie, l'anthroponymie. L'onomastique, c'est l'ensemble de la toponymie et de l'anthroponymie. Par rapport à l'étymologie, on propose un étymon, mais c'est toujours une base étymologique, et ce ne sont que des propositions, sauf lorsque nous avons suffisamment d'attestations au cours des siècles qui nous permettent de pouvoir faire une proposition qui est presque une certitude. Et quand on se trouve avec une forme juste actuelle et qu'on n'a aucune trace des formes anciennes, eh bien on ne peut faire que des suggestions. Donc ce qu'il faut qu'on prenne toujours en compte, c'est la diachronie, donc à travers le temps, et essayer de trouver des attestations datées, écrites, plus anciennes. Donc phonétique historique, on a eu l'explication tout à l'heure de Cogne avec Cuneus, et comment est-ce que éventuellement ça peut effectivement remonter, passer de la forme actuelle jusqu'à Cuneus. Ça nous rapproche donc du sens, et à ce moment-là, on se rapproche aussi de la lexicologie, puisqu'il y a un certain nombre de noms de lieux en fait, qui sont utilisés dans le vocabulaire courant, le vocabulaire tous les jours. Donc pour les lieux dont je vais parler, ils se situent, ça c'est la carte de l'Ain. Vous avez Mérignac, Champfromier et puis Boyeux-Saint-Jérôme. Alors, je n'ai pas fait de photos, je propose juste quelques réflexions en fait, sur les noms. Donc, les Besses, ici, hier on en a parlé déjà et on a dit qu'éventuellement ça pouvait représenter deux jumeaux. Parce que les Besses, c'est aussi les leçons, enfin, dans une famille, on peut avoir des leçons, c'est-à-dire des jumeaux. Là, on a d'une part le AI qui est plutôt sur une étymologie bassiare. Et effectivement, quand on va sur le lieu, on se rend compte qu'on est sur un lieu qui est en bas de pente, où l'eau est recueillie. Donc, ça correspond bien, on n'est pas sur un endroit où on va avoir deux éléments, on ne peut pas justifier le bissous, le besson, mais bien le bassiare. Bon, en principe, au niveau de l'utilisation, ces besses donc, recueillent l'eau, et ça nous fait des sortes d'espaces qui sont plus ou moins humides ou trop marécageux, et dans lesquels on n'a pas d'agriculture. Donc les différents éléments nous permettent aussi d'avoir un rapport avec le sens et l'étymologie. Pour les côtes ou les côteilles, côteille donc est une forme diminutive, mais le côteil c'est aussi l'espace qui est en bas de la pente. C'est le chemin qui va longer la pente. Alors que la côte est plus le côté qui est en principe a au moins une pente à 45 degrés. On est sur quelque chose d'assez pentu, qui peut être exposé au soleil ou pas. On peut avoir des bosquets. Et dans les communes où on trouve les côtes côteilles dans l'Ain, en tout cas, c'est aussi le pays où on va avoir le fromage. C'est le lieu où on a les vins aussi de Cerdon. Côte-côté. Cornelle, on l'a abordé hier. Donc on peut penser que ça vient d'une base qui signifie la corne, mais on peut aussi penser à une forme prélatine, cor, car, qui veut dire escarpement. Et même si ça, c'est possible, la corne, oui, mais lorsque c'est un escarpement et c'est une avancée, c'est plus probable. Bon, le cré et l'arête, donc c'est quelque chose de longiligne, on est bien dans un rapport métaphorique. Le cré
cré, on a aussi la forme féminine crête. Dans les deux cas, on remonte à une base latine Christa, qui voulait dire sommet. Donc on est toujours dans une certaine... Enfin, on a un rapport au sens qui est réel, c'est pas aléatoire. L'achat, vous l'avez, oui, l'achat, en fait, là remonte à une origine pré-celtique, donc on est plus ancien. Calmis, qui veut dire un lieu, une hauteur dénudée. Les bosonnières, les buffières sont des endroits où le vent souffle, où il y a la bise, où ça bouffe, donc où le vent souffle. Les cruches, les cruchons, les truches et les coqs à l'âne sont tous des dérivés du gaulois cook, le sommet, et puis alors donc petit sommet, et coq à l'âne, qui n'a rien à voir avec un coq à l'âne, en fait, hein, c'est bon, au fur et à mesure de l'histoire, la forme qui a dévié, mais il n'y avait pas d'âne particulier, c'est bien un sommet. Escucharanier qui est particulier parce que on peut penser au début, on a une forme composée, donc le cul qu'on retrouve dans le cruche coq à l'âne, le cuc, le sommet, et puis charanier. En franco-provençal, on trouve la forme charina. Alors, est-ce que vous connaissez S-charina? Oui. Quand le muscle se détache de l'os, oui, un petit peu de contusion. Oui. D'accord. Et donc ça vient d'une forme gauloise, scar, qui veut dire couper, trancher. Et en fait, l'escucharanier, c'est un lieu qui vient en relief et qui coupe, qui tranche dans l'espace. Alors, je voulais parler, je ne l'ai pas mis, je voulais parler aussi du côté de l'exposition. Quand c'est bien exposé, c'est au midi ou c'est à la droite. La droite. Et quand c'est mal exposé, l'envers. Et en français, ou en polygéographe, on dit Lubac. Lubac. Donc, d'un côté, on va dire en français au midi, là c'est du caractère géographique d'exposition. L'autre côté, en français toujours, on donne ubac, qui vient d'une forme latine qui veut dire opacus, l'endroit où c'est sombre, hein, opaque, c'est sombre. Alors que en franco-provençal, on a l'adré où c'est droit, et l'envers où c'est l'inverse. Donc quelque part, d'un côté, on a l'exposition géographique et des rapports avec la réalité, enfin, le sombre ou le clair, et de l'autre côté, on a un peu l'opposition entre le bien et le mal. C'est ce qui est droit et c'est ce qui est à l'envers. Donc c'est bien, par nos noms de lieux, en fait, nous avons une représentation de la réalité et une relation avec l'espace qui est différente. Enfin, la relation différente, pardon. Autre particularité et richesse aussi, en fait, la forme baume, balme, vous l'avez par ici? Oui. Donc là, si vous regardez le Grand Robert, la langue française, on vous dit que c'est un sens de grotte. Ça correspond? Oui. Alors, la grotte la balme peut effectivement être une grotte. En principe, elle est caractérisée par le fait qu'elle est sur une pente et qu'il y a dessus un surplomb. Ça fait un peu comme une casquette, une avancée. Par rapport à la balme, mais aussi dans le sens de la grotte, on a les bornes ou les bornettes. Et là, on remonte à une base étymologique, borna, qui veut dire cavité ou trou. Si je fais mon rapport avec le français, une cavité, ça peut être géologique, d'accord, mais ça peut être aussi buccal. Un trou, c'est très général. En revanche, une borne, on ne le trouve que dans les noms de lieux. C'est un espace géographique. Donc, quelque part, on enlève de la polysémie et du risque d'incompréhension ou de mauvaise compréhension. On arrive sur un sens qui est plus précis. C'est le loup qui peut sortir de sa borne, en tout cas en Ardèche, on a un dicton, le loup qui sort de sa borne, pour le 8 février, si le loup sort de sa borne le 8 février, de 40 jours, il y retourne. C'est-à-dire qu'on ne voit plus... S'il est sorti de sa borne le 8 février, ça veut dire qu'il fait soleil. Et donc, s'il fait soleil le 8 février, pendant 40 jours après, le temps est couvert. La Bercy, donc je l'ai vu. Les combes, vous en avez aussi ici. Les combes, combats, combettes. Hein, soit elles sont petites, soit elles sont plus ou moins grandes. Combettes
petite avec un diminutif. Ce sont des espaces qui sont en forme d'auge. Hein, on a deux pans inclinés.